Débutons l'examen clinique de la construction et du développement du narcissisme. Ce concept, fréquemment déformé dans l'espace public, requiert une analyse rigoureuse et détachée. L'enjeu de cette présentation est d'en saisir la mécanique interne, d'identifier les vulnérabilités survenant lors de la structuration du moi et d'en déduire les implications thérapeutiques pour le sujet en souffrance. Notre analyse suivra 5 étapes de progression. Nous commencerons par une introduction clinique, nous examinerons ensuite les fondements du développement psychique, puis le syndrome de l'imposteur. Nous détaillerons après cela les 5 modalités défensives avant de conclure sur les axes de reconstruction thérapeutique. Première partie, l'introduction clinique. Il est d'abord nécessaire d'examiner le mythe fondateur pour écarter toute représentation erronée. Le mythe antique illustre en réalité la douleur d'un manque de complétude interne. La figure de Narcisse ne contemple pas sa propre beauté avec vanité, elle y reconnaît l'image exacte de ce qui lui fait défaut. Cette altération de la perception du réel maintient le sujet dans une stase psychique, une attente stérile entre la vie et la mort. Il convient de comprendre qu'il ne s'agit nullement d'un excès d'amour-propre, mais de la persistance de l'absence d'une image de soi, pourtant requise pour se sentir fondamentalement aimable et exister au monde. D'un point de vue clinique, le narcissisme constitue une fonction vitale. Il s'avère indispensable à la construction du soi et au maintien d'une valeur personnelle stable. Il est impératif de le dissocier de son acception péjorative courante, qu'il assimile à un égocentrisme pathologique. L'établissement d'un narcissisme sécure demeure une nécessité psychologique pour structurer la confiance en soi. Sans cette base, l'appareil psychique reste extrêmement vulnérable aux moindres variations de son environnement. Deuxième partie, les fondements du développement. Nous allons observer l'étiologie de cette structure psychique et ses ancrages durant la petite enfance. La construction narcissique s'opère sur 2 niveaux. Le narcissisme primaire correspond à l'intériorisation d'une valeur de soi stable, rendue possible par des figures parentales ajustées aux besoins affectifs de l'enfant. Ce processus s'objective dès les premiers stades de développement, c'est l'équivalent psychique d'un capital initial pérenne. À l'opposé, le narcissisme secondaire relève d'une recherche compensatoire, comparable à un gain éphémère qu'il faudrait sans cesse renouveler. Dans ce second cas, le sujet tente d'obtenir une validation externe continue par le biais de la résolution de problèmes relationnels. Une modélisation structurelle pertinente en psychiatrie compare le comportement du moi, lors de ses investissements, à un organisme unicellulaire émettant des pseudopodes vers ses objets de désir. Un noyau psychique solide autorise des investissements externes fluides et durables. En cas de noyau fragile, ces pseudopodes se révèlent courts, rigides et se rétractent au moindre contact. Cliniquement, cette dynamique se traduit par un appauvrissement des relations, une anxiété d'approche et un repli continu sur un périmètre de sécurité toujours plus restreint. Troisième partie, le syndrome de l'imposteur. Cette notion constitue une manifestation clinique directe des entraves développementales précédemment identifiées. Le syndrome de l'imposteur, défini en recherche clinique à la fin des années 70, désigne l'expérience interne d'une fraude intellectuelle. Ce sentiment persiste malgré la présence de preuves objectives de compétences. Les études épidémiologiques montrent que ce phénomène touche approximativement 70% de la population au cours d'une vie. Ce syndrome résulte directement d'une faille du noyau narcissique primaire, ce qui empêche la consolidation pérenne de l'identité du sujet. L'observation de cette matrice met en lumière un déficit structurel précis. Le sujet bénéficie de la reconnaissance de ses pairs et dispose du droit légitime d'agir. Cependant, la perception interne de sa propre compétence fait défaut. Ce manque d'intériorisation révèle un effondrement du sentiment d'auto-efficacité. Le sujet est capable de faire, mais ignore intimement cette capacité. La dissonance cognitive qui en découle génère une hypervigilance constante, le conduisant à anticiper le moment inéluctable où cette incompétence fantasmée serait exposée. Quatrième partie, les 5 modalités défensives. La nécessité de pallier ce déficit génère des architectures d'adaptation spécifiques. La clinique répertorie 5 modalités principales d'adaptation. Il s'agit du retrait libidinal, du dédoublement, de l'idéalisation, de la double entrave et de l'oscillation métaphoro-métonymique. L'identification de ces mécanismes est requise, sachant que la pratique révèle des combinaisons singulières pour chaque patient face à la douleur psychique. Ces mécanismes de survie, profondément inconscients, visent à protéger le moi d'un effondrement définitif. La première modalité, le retrait libidinal, se caractérise par un évitement systématique et une réduction volontaire du périmètre d'évolution, afin de neutraliser tout risque d'échec. La seconde modalité, le dédoublement, s'observe chez une structure nécessitant une validation externe ininterrompue. Le patient développe une personnalité caméléon et accumule les marqueurs sociaux. Cela conduit à la formation d'un faux self tyrannique.
L'individu épuise ses ressources pour maintenir une façade au détriment de ses besoins réels, ce qui aggrave son vide intérieur. La troisième modalité repose sur l'idéalisation. Le sujet se réfugie dans un sentiment de supériorité isolant, adoptant de manière fréquente la position de sauveur. Il se place en surplomb afin d'éviter la vulnérabilité inhérente à une relation symétrique. La quatrième modalité, la double entrave, fige tout développement. L'impossibilité d'avancer ou de reculer s'accompagne d'une pulsion destructrice. Cette stase provoque une agressivité interne sévère, le sujet devenant son propre bourreau, ce qui constitue le prélude d'un effondrement de type épuisement professionnel. La cinquième modalité, l'oscillation métaphoro-métonymique, implique une alternance constante entre des états de supériorité absolue et des sentiments de nullité profonde. Ce mouvement pendulaire s'avère particulièrement coûteux pour l'économie psychique. Un diagnostic différentiel rigoureux est requis pour distinguer cette dynamique, qui réagit strictement aux interactions et à la validation environnementale, des cycles endogènes caractérisant la maladie bipolaire. Cinquième partie, les axes de reconstruction. Le diagnostic de ces mécanismes permet de structurer le traitement autour de la restauration du moi. Le protocole thérapeutique se déploie selon 5 interventions séquentielles. La clinique démontre qu'il est inopérant d'aborder les parts blessées sans avoir préalablement apaisé le système nerveux. Le premier objectif consiste à réinvestir le narcissisme primaire de manière autonome. Le sujet apprend ensuite à identifier la véritable empathie, puis à interrompre ses boucles de rumination cognitive. Les dernières phases visent la régulation physiologique du système nerveux autonome pour enfin accueillir les parts psychiques exilées avec une neutralité bienveillante. Plusieurs outils cliniques sont mobilisés lors de ces étapes. L'utilisation de la harpe polyvagale permet l'évaluation somatique directe du système nerveux. Sur le plan de la verbalisation, la distinction entre sentiment et pseudo-sentiment aide à désamorcer les projections. Des techniques respiratoires spécifiques sont employées pour restaurer le tonus vagal ventral. Enfin, le modèle des systèmes familiaux internes encadre l'accueil des vulnérabilités, favorisant une séparation identitaire d'avec la blessure traumatique d'origine. L'ensemble de ces fondements théoriques, diagnostiques et thérapeutiques s'intègrent dans un référentiel systémique spécifique traitant la blessure narcissique. Cette analyse structurale nous conduit à une interrogation clinique finale. Dans une société contemporaine qui valorise de façon massive le narcissisme secondaire, sommes-nous prêts à entreprendre le profond travail de renoncement nécessaire pour véritablement consolider notre assise primaire? Ce contenu vous est offert par le Dr Sandrine de Montsabert pour le Manuel des sagesses de vie des enfants polytraumatisés du XXIe siècle dans le cadre de la formation et des thérapies Integria, parle pour être